Bonjour, c'est le professeur Bouchaïb et nous allons parler aujourd'hui des infections à staphylocoque. Les objectifs de ce cours sont les suivants. C'est identifier d'abord les caractéristiques bactériologiques de ces bactéries, c'est de préciser les différentes manifestations cliniques. On citera par la suite les outils diagnostiques et on verra également le traitement antibiotique instauré, qui doit être instauré, ainsi que les modalités. Alors, pourquoi étudie-t-on les infections à staphylocoque? D'abord parce qu'elles sont fréquentes. Ensuite, elles sont extrêmement diverses, variées. L'atteinte lésionnelle est tellement variable, elle peut être très bénigne, très simple, comme elle peut être très grave, menaçant carrément le pronostic vital. L'immense majorité de ces infections sont en rapport avec une bactérie qu'on appelle le Staphylococcus aureus, c'est le staphylocoque doré, aussi bien dans le milieu communautaire que dans le milieu hospitalier. Et le traitement de référence est la pénicilline M. Les staphylocoques sont des coccygrammes positifs. Ils n'ont pas de capsule. Ils sont très résistants dans le milieu extérieur. On distingue actuellement 44 espèces. 3 seulement sont pathogènes chez l'homme. Il s'agit du staphylocoque doré, du staphylocoque epidermidis et de Staphylococcus saprophyticus. Ce sont des bactéries peu exigeantes. Elles nécessitent une culture aéro-anaérobie facultative. Donc, ce sont des bactéries qui poussent, qui donc sont cultivées de façon très très facile. Ce sont des coccis isolés ou groupés en diplocoques et parfois en grappes de raisin. Sur la chose, les colonies sécrètent ou bien non un pigment jaune. Donc, il y a des bactéries qui sécrètent un pigment jaune, d'autres ne le sécrètent pas, d'où la distinction entre deux types de staphylocoques. Les staphylocoques dorés, et c'est donc pour la simple raison que justement elles sécrètent ce pigment, et les staphylocoques blancs epidermidis qui ne sécrètent donc pas ce pigment jaune. Deux types de staphylocoques sont à distinguer également. Ce sont les staphylocoques coagulases positives et les staphylocoques coagulases négatives. Les staphylocoques coagulases positifs sont représentés par le staphylocoque doré et les staphylocoques coagulases négatives sont essentiellement représentés par les staphylocoques epidermidis, saprophyticus, hominis, capitis. Alors, d'abord, on va voir ensemble le staphylocoque doré. Le staphylocoque doré est très pathogène. C'est un peu on va dire, le plus méchant. Pourquoi? Parce qu'il comporte de nombreux facteurs de virulence. Quels sont ces facteurs? D'abord, il est capable de produire une enzyme qu'on appelle la coagulase. Et on verra plus tard quel rôle elle joue dans la pathogénie de l'infection. Il sécrète aussi pas mal d'enzymes, pas mal de toxines, dont la staphylokinase, qui joue également un rôle important dans la physiopathologie. Des exotoxines, l'hémolysine, hyaluronidase, pour ne citer que celle-là, qui sont douées d'un pouvoir nécrosant, hémolytique et diffusant. D'où la remarquable tendance du staphylocoque doré à donner des lésions qui auront tendance à nécroser et à suppurer. La nécrose et la suppuration sont très fréquentes et sont très faciles avec le staphylocoque pour les raisons que je viens de citer. Les staphylocoques à coagulase négative également ont des facteurs qui favorisent justement ces infections. Ce sont donc l'immunodépression, les cathéters veineux, les matériaux prothétiques et bien sûr ils sont caractérisés puisque voilà, ils vont surtout survenir en milieu hospitalier, ils vont être donc caractérisés par la multirésistance aux antibiotiques.
Staphylococcus epidermidis peut provoquer des infections chez les sujets qui sont porteurs de matériel étranger. Ça peut être un cathéter, ça peut être une valve de dérivation. En tout cas, ils vont également produire ce qu'on appelle des exopolysaccharides qui vont augmenter la capacité de ces bactéries à adhérer aux biomatériaux et empêcher la pénétration des antibiotiques, ce qui rend la prise en charge de ces infections particulièrement difficile. Au plan épidémiologique, on va voir d'abord l'habitat. Alors, le principal réservoir naturel des staphylocoques est l'homme. Le site de colonisation principal de Staphylococcus aureus est la muqueuse nasale. Il faut savoir que 30% des adultes hébergent de manière permanente le staphylocoque doré. Et c'est à partir de ces sites de portage que le staphylocoque doré peut coloniser les autres territoires, en particulier le territoire cutané, mais également les zones humides telles que les aisselles, le périnée et également les mains. Les staphylocoques coagulase négatives représentent les principaux commensaux de la peau. Le Staphylococcus epidermidis est l'espèce la plus fréquemment isolée et elle peut contaminer les prélèvements superficiels ou les prélèvements obtenus par ponction transcutanée comme les hémocultures. Ils sont éliminés dans le milieu extérieur. Ces bactéries sont très résistantes, on l'a vu tout à l'heure, et sont fréquemment retrouvées dans l'environnement. La transmission, elle est intra- ou interhumaine, par contact direct, par les mains, manuportage généralement, plus rarement indirect, à partir de l'environnement, de vêtements, de draps, de matériels médicaux, etc. Les sujets réceptifs, tous les âges sont concernés par cette infection. On a des facteurs favorisants, liés d'abord au terrain, les sujets immunodéprimés particulièrement, liés également aux techniques de soins, les gestes invasifs, les interventions prolongées, lourdes, qui vont donc entraîner un problème sérieux de résistance dans les secteurs de soins. Il existe deux types d'infections, les infections suppuratives et les infections non suppuratives toxiniques. Dans un premier temps, nous allons voir les infections suppuratives, superficielles et profondes en matière de physiopathologie. Ces infections vont impliquer une prolifération bactérienne, une invasion, une destruction des tissus de l'hôte et une réponse inflammatoire locale et systémique. Ces infections se compliquent parfois par extension loco-régionale ou par diffusion hématogène de la bactérie et vont donc entraîner une bactériémie, une endocardite, une pneumopathie. Toutes sortes de localisations peuvent survenir à ce moment-là. La diffusion hématogène de Staphylococcus aureus à partir du foyer primaire se fait par le biais de thrombophlébite. Alors nous allons voir ça de façon plus claire sur cette plaque. Alors, regardez, ici, vous avez la peau qui constitue une barrière très intéressante. Seulement, voilà, quand il y a des bactéries qui sont sur la peau et qu'il y a une plaie, une lésion, enfin une porte d'entrée, qu'est-ce qui va se passer? Ces bactéries vont donc franchir cette barrière et vont se retrouver dans les veines, les plus superficielles d'abord. Elles vont se multiplier et vont commencer par produire la première enzyme dont on a parlé, c'est-à-dire la coagulase. Cette coagulase, que va-t-elle faire? Elle va entraîner un phénomène de coagulation. Il va y avoir donc la formation d'un caillot, comme un caillot sanguin, tout simplement, mais seulement c'est un caillot septique. Un caillot qui sera formé de bactéries, donc de staphylocoque doré vivantes, de staphylocoque tués, mais également d'éléments inflammatoires, de fibrines, etc. Donc, il va y avoir un caillot septique, un caillot infecté. Dans un second temps, les staphylocoques dorés vont produire une enzyme qui va faire tout le contraire. La staphylokinase qui va casser ce caillot, elle va scinder ce caillot en tout petits caillots. D'accord? C'est des caillots septiques qui vont donc passer dans la circulation générale. Ça, ce qu'on a vu au départ, le caillot dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un thrombus puisqu'il s'est formé à l'intérieur d'une veine. Il s'agit d'un thrombus. Puis vous avez la production
secondaire de petits thrombis, donc de tout petits caillots qui vont migrer dans la veine, c'est ce qu'on appelle une embolie. C'est pour ça que le mécanisme qui est à l'origine des infections graves à staphylocoque doré, des bactériémies en l'occurrence, on dit que c'est un processus thrombophlébitique. Donc il va y avoir, je le rappelle, une formation donc d'un thrombus, puis d'emboles septiques, et ces emboles septiques, une fois dans le sang, vont pouvoir rejoindre d'autres organes, d'autres localisations qu'on appellera par la suite les localisations secondaires. Donc une bactériémie est constituée d'une porte d'entrée, d'un mécanisme physiopathologique qui va impliquer notamment la coagulation, d'accord, mais aussi le processus de fibrinolysine. Ensuite, bien sûr, le mécanisme d'embole septique, d'embolie et d'apparition de localisations secondaires qui sont considérées comme des métastases septiques. Les infections non suppuratives sont d'origine toxinique. Celles-là peuvent être dues à la diffusion de toxines. Ce n'est pas des infections liées à la bactérie elle-même, mais plutôt des infections qui sont en rapport avec la toxine que va libérer la bactérie. Donc, ce sont des infections qui vont être en rapport avec la diffusion de toxines diverses à partir d'un foyer infectieux ou d'un site de colonisation. Les bactéries, dans ce cas précis, vont rester au niveau du foyer infectieux initial, vont produire des toxines qui vont passer dans le sang pour donner des tableaux divers. Ces toxines sont les exfoliatines, la toxine du choc toxique. Dans ce cas, la toxine est produite in vivo, contrairement aux intoxications alimentaires qui sont dues à l'ingestion d'une toxine qui a été déjà formée dans un aliment contaminé. Alors, qu'en est-il maintenant des aspects cliniques? Alors, les aspects cliniques, c'est très, très, très varié. Il existe un grand polymorphisme clinique. Et donc, on va citer quelques infections. On ne pourra jamais les citer toutes. On citera un peu les plus fréquentes, mais aussi, et surtout, les plus graves. Alors, d'abord, les infections suppuratives. Les infections les plus fréquentes sont les staphylococci cutanés, puisque les staphylocoques sont, nous l'avons vu tout à l'heure, commensaux de la peau. Et elles sont généralement bénignes. Alors, vous avez différents aspects, l'impétigo, la folliculite, les furoncles, les abcès, etc. Alors, nous avons d'abord l'impétigo bulleux, j'en parle parce que c'est une infection particulièrement fréquente chez les enfants. L'impétigo est constitué de bulles, d'un nombre variable de bulles, et il prédomine au niveau des extrémités. Le contenu est trouble et il contient bien sûr le staphylocoque, mais aussi la toxine particulière, l'exfoliatine. Ces bulles vont évoluer vers l'ouverture et la formation d'ulcération, puis de croûte, et enfin la cicatrisation au bout d'une semaine. Voilà un peu des photographies qui illustrent parfaitement bien l'impétigo bulleux. Voilà ces lésions que l'on voit fréquemment chez les tout-petits, autour des lèvres, autour également, on va le voir, autour des orifices narinaires. Regardez, c'est très fréquent, ça donne cet aspect un peu sale, mais en fait non, ce sont des croûtes qui sont secondaires aux ulcérations liées justement au staphylocoque. On peut avoir les folliculites, les psychoses qui sont des infections qui vont survenir sur un follicule pileux. Là aussi, la toxine joue un rôle essentiel. Les furoncles et les abcès, voilà cet aspect qu'on voit souvent sur donc la peau. Il y a le Panari également, qui est un furoncle qui va survenir à l'extrémité du doigt et qui est très douloureux également, avec un phénomène inflammatoire autour. Et il y a la staphylococcie de la face. Alors, tout à l'heure, on a vu des furoncles qui vont survenir à n'importe quelle partie du revêtement cutané, mais vous allez bien sûr pouvoir comprendre que lorsque ce furoncle survient au niveau de la face, c'est différent. C'est différent parce que c'est forcément plus grave. Pourquoi c'est plus grave? Parce que lorsque le furoncle survient au niveau du doigt, bon, il n'y a pas ici une structure vitale qui peut poser problème. Par contre, au niveau de la face, là, il y a à côté les méninges, il y a le cerveau, il y a le sinus caverneux, d'accord? Donc la staphylococcie de la face peut être très grave.
elle est secondaire, le plus souvent un furoncle qui se trouve au niveau de la face et qui a justement fait l'objet de manipulations voilà, insistante. Vous savez, les adolescents, l'exemple type, c'est l'adolescent qui va avoir un bouton sur sa joue qui ne va pas le supporter ou sur le nez et qui va le manipuler, d'accord, pour pouvoir faire sortir le pus ou je ne sais quoi. Et donc là, c'est un problème parce que cette manipulation va entraîner justement une surinfection par le staphylocoque et qui peut être très grave. Elle va être caractérisée par la survenue d'un placard violacé de la joue parsemé de vésicules. Regardez, ici, c'est un furoncle à la base qui a donc fait l'objet de manipulations intempestives et qui a donné une surinfection avec ce placard inflammatoire qui est vraiment important, rouge, chaud, et qui a même fermé. Vous avez cet œdème palpébral avec fermeture complètement des paupières. Alors, la staphylococcie, elle peut être bénigne, c'est-à-dire que à ce stade, je peux donner un traitement antibiotique et avec des soins locaux et tout peut rentrer dans l'ordre sans aucune complication. Malheureusement, cette staphylococcie peut aller vers la malignité, vers des signes de gravité. C'est ce qu'on appelle la staphylococcie maligne de la face. Alors, elle est complètement différente de la staphylococcie qu'on a vue tout à l'heure, non maligne, par la survenue d'une fièvre élevée, de frissons. Et là, bien sûr, elle va se comporter comme une éventuelle porte d'entrée vers une bactériémie ou bien vers des thromboses superficielles d'abord qui vont évoluer en profondeur. Évoluer en profondeur, c'est-à-dire aller vers le sinus caverneux pour donner une thrombophlébite, donner une méningite, donner un abcès cérébral. Et les éléments cliniques, si vous voulez, qui vont nous inquiéter et qui sont annonciateurs d'une telle complication, c'est quand on a sur le placard, ou plutôt avec le placard inflammatoire, des thromboses superficielles, et ça on peut le constater sous forme d'induration au niveau du front. Vous savez, des petites veines comme ça, indurées au niveau du front. On peut avoir un chémosis qui est un œdème conjonctival et on peut avoir également une exophthalmie qui est en rapport avec un œdème en rétro-orbitaire. Et là aussi, c'est un signe de gravité. Donc, il faut faire très attention. Un furoncle, quelle que soit sa localisation, il va falloir le traiter et il va falloir faire doublement attention lorsque ce furoncle siège au niveau de la face en raison de ces complications très graves que je viens de citer. Et par contre, ici, regardez, on voit bien l'exophthalmie. On voit bien que le globe oculaire, vraiment, est en train de sortir. Il est poussé à l'extérieur, donc, par cet œdème rétro-orbitaire. Donc, attention, c'est un signe de gravité et il faut absolument hospitaliser le malade en urgence et le traiter. On verra tout ça dans le chapitre thérapeutique. Toujours dans les aspects cliniques, nous avons également les staphylococcies muqueuses, une sinusite, une otite, d'accord, tout ça fait partie également des infections à staphylocoque. Nous allons maintenant voir la bactériémie à Staphylococcus aureus, qui est un aspect clinique particulièrement grave. Pourquoi? Parce qu'une bactériémie, on l'a vu tout à l'heure dans le chapitre physiopathologique, peut donner des emboles septiques vers des organes pour donner des localisations graves telles qu'une endocardite, telles qu'une méningite, telles qu'une hépatite, etc. Donc là, ça devient plus grave. Ensuite, il y a le risque de choc staphylococcique, d'accord, à cause des toxines que produit le staphylocoque doré. Une bactériémie va donner des signes généraux, un type de fièvre élevée, 39-40 généralement, avec également un début brutal, des frissons répétés, des sueurs et une altération de l'état général. Et au plan physique, il va y avoir bien sûr une splenomégalie, molle, congestive, indolore de type 1 qui témoigne d'une réaction de défense du système réticulo-endothélial. Et on va bien entendu retrouver une porte d'entrée et des localisations secondaires. Le staphylocoque est évoqué devant quoi? C'est-à-dire que généralement, quand on a une bactériémie, donc un syndrome septicémique si vous voulez, le syndrome septicémique est en fait commun à toutes les infections, à toutes les bactéries, d'accord? Seulement, il va y avoir des éléments cliniques qui vont orienter vers certaines bactéries. Ainsi,
Le staphylocoque est évoqué devant une porte d'entrée cutanée ou bien osseuse. Ce sont les portes cutanées particulières au staphylocoque. Et il sera également évoqué devant certaines localisations cutanées, notamment le purpura vésiculo-pustuleux, qui est très caractéristique, voire pathognomonique du staphylocoque. C'est une lésion purpurique centrée par une vésicule et par un purpura par la suite. Les localisations pleuropulmonaires, des localisations ostéoarticulaires et également la localisation prostatique. Donc la porte d'entrée préférentielle du staphylocoque est la peau et l'os. Et les localisations également, c'est la peau, c'est le poumon, c'est la plèvre, c'est les os, c'est les articulations et c'est la prostate. Ce sont donc des localisations qui sont évocatrices du staphylocoque. On les revoit donc sur cette plaque. Attention, la porte d'entrée est parfois non retrouvée. Et ce n'est pas dans 20%, environ la porte d'entrée n'est pas retrouvée. Ce n'est pas parce que la porte d'entrée n'est pas retrouvée qu'il ne s'agit pas d'une bactérémie. Les localisations secondaires, donc on en a parlé tout à l'heure. Et ces localisations, j'ai dit tout à l'heure, peuvent être cutanées. Regardez, vous avez ici des photographies de patients présentant des localisations cutanées de nature diverse. Donc ici, vous avez un purpura, ici, vous avez comme des furoncles. Là aussi, vous avez, ça peut être aussi un placard inflammatoire, une cellulite, hein, c'est ça. Ça peut être aussi un purpura vésiculo-pustuleux. Regardez, un purpura, donc il y a un purpura, ensuite il y a une vésicule et une pustule au centre. Ça se voit surtout au niveau des extrémités et c'est vraiment évocateur du staphylocoque. Les localisations pleuropulmonaires, maintenant, quand elles sont liées au staphylocoque, les localisations pleuropulmonaires sont assez caractéristiques. Elles sont caractérisées par une latence clinique. Ça veut dire quoi, latence clinique? Ça veut dire que souvent, l'infection ne s'exprime pas cliniquement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une localisation, il va y avoir une atteinte des poumons, parfois même de la plèvre, sans qu'il y ait une symptomatologie clinique qui l'accompagne. D'où l'intérêt de réaliser un téléthorax de manière systématique devant toute bactériémie à staphylocoque. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est vrai que l'infection peut être inexpressive, mais au bout d'un moment, lorsqu'elle se complique, elle va bien sûr se manifester cliniquement. Par exemple, ça peut être une bulle, hein, ça peut être une image bulleuse et qui est totalement asymptomatique. Si on ne connaît pas son existence, si on ne l'a pas repérée grâce à l'imagerie, alors cette bulle peut éclater et donner par exemple un pneumothorax. Donc il est important de savoir faire un téléthorax, une radiographie thoracique, donc devant toute bactériémie à staphylocoque. Il y a également cette histoire de labilité radiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les images radiologiques liées au staphylocoque changent de façon permanente. On peut avoir aujourd'hui donc une bulle, demain une opacité, le soir une pleurésie, le lendemain une pneumopathie bulleuse extensive. Donc il faut non seulement, et retenez bien ce que je vous dis, il faut non seulement savoir réaliser une radiographie thoracique systématiquement devant une bactériémie à staphylocoque, mais aussi savoir refaire, donc répéter les radiographies thoraciques pour suivre l'évolution des images et pour ne pas être surpris par une complication. Donc, voilà la règle à retenir. La radiographie doit être systématique et répétée. Qu'en est-il des infections ostéoarticulaires? Là aussi, elles sont fréquentes et ça peut être une ostéite, une arthrite, une ostéomyélite, une spondylodicite. Toutes les structures osseuses peuvent être concernées par l'infection. Regardez, là, j'ai la spondylodicite. J'ai une spondylodicite, ce tassement, donc cette destruction des disques vertébraux avec ce tassement. Et bien sûr, ici, le risque, c'est quoi? C'est l'épidurite avec la compression de la moelle qui peut donner, bien sûr, une paraplégie et c'est pour ça qu'il faut surveiller les patients qui ont une spondylodicite. Je surveille comment un patient qui a une spondylodicite? Je le surveille tous les jours à la recherche de signes de compression et je vais tout simplement rechercher une notion de fourmillement parce que ça, une épidurite, une compression se manifeste d'abord par des paresthésies. Je ne vais pas attendre qu'il y ait une impotence
fonctionnel, qu'il y ait une parésie, qu'il y ait une paralysie pour agir, je vais chercher les signes, les premiers signes précoces de cette compression, à savoir les paresthésies. Attention, un patient qui a une spondylodicite, il faut toujours rechercher cette notion chaque jour, chaque jour, chaque jour, lors de son hospitalisation. Qu'en est-il maintenant des méningites? Alors, les méningites peuvent également apparaître, soit par contiguïté, à partir d'une sinusite, à partir d'une automastoïdite, à partir, on l'a vu tout à l'heure, d'une staphylococcie maligne de la face, mais elle peut également se faire de façon hématogène, à partir, par exemple, d'une endocardite. Les méningites posent problème. Les méningites à staphylocoque, le problème qu'elles posent, d'abord parce qu'elles sont très graves, que le staphylocoque, nous l'avons vu, est une bactérie particulièrement pathogène. Et donc, les phénomènes de suppuration et les phénomènes de nécrose seront particulièrement importants au niveau des méninges, au niveau du cerveau. Donc, ça va être un tableau assez grave, clinique assez grave, et problématique aussi concernant le traitement, mais ça, on va le voir dans le chapitre thérapeutique. Ici, vous avez une photographie d'abcès. Vous avez ici un double abcès cérébral. Regardez ces deux hypodensités qui sont entourées donc d'une belle paroi qu'on voit et de cet œdème important avec cette déviation des structures médianes. On le voit très bien sur cette photographie. Qu'en est-il maintenant de l'endocardite? Alors, l'endocardite va se manifester forcément par un souffle, de la fièvre, et le diagnostic est apporté, bien sûr, par l'échocardiographie qui va mettre en évidence la végétation et les hémocultures qui mettent en évidence le staphylocoque. Bien sûr, le tableau peut être très grave. Le diagnostic, de toute façon, doit être le plus précoce possible. Voici l'image d'une végétation, d'une grosse végétation, voilà, et qui témoigne bien sûr d'une endocardite bactérienne. Les localisations urogénitales sont également assez fréquentes et ça peut être un abcès du rein, un abcès de la prostate, une épididymite. Enfin, toutes les localisations au final se manifestent par une organisation infectieuse. Souvent, il s'agit d'un abcès. Au niveau digestif également, ça peut être un abcès hépatique, un abcès splénique. Nous allons maintenant voir les infections non suppuratives, les infections d'origine toxinique. Alors, les toxémies staphylococciques sont l'apanage de l'espèce staphylocoque doré. Alors, ça peut être un syndrome cutané staphylococcique, un choc toxique staphylococcique, ça peut même être une intoxication alimentaire ou alors une pathologie associée à la leucocidine de Pantin-Valentine. On va voir tout ça. Alors, vous savez, le syndrome de la peau ébouillantée chez les jeunes enfants, c'est provoqué par la diffusion de l'exfoliatine. Cette toxine est particulièrement méchante parce que chez le jeune enfant, elle va entraîner un syndrome qui ressemble à une peau ébouillantée. On a l'impression que l'enfant a été complètement brûlé. Et le foyer initial peut être soit ORL, conjonctival ou cutané. Et là, ce syndrome se rencontre principalement, je l'ai dit tout à l'heure, chez le jeune enfant, mais il peut aussi se rencontrer chez les adolescents, chez les adultes, mais qui ont un terrain immunodéprimé. Alors, ce syndrome d'exfoliation généralisée se caractérise par une érythrodermie très douloureuse, rapidement suivie d'un décollement bulleux généralisé qui régresse en 2 à 4 jours. Mais puisqu'il s'agit de l'action toxinique, le staphylocoque n'est pas présent au niveau des bulles. Hein, les bulles, ce syndrome, si vous voulez, cette infection cutanée, elle est liée à la toxine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et non pas à la bactérie. L'évolution est bénigne, à condition, bien sûr, qu'il y ait un traitement antibiotique précoce. Mais attention, l'évolution peut être mortelle, surtout s'il y a eu un retard thérapeutique, notamment antibiotique. Donc, regardez ici des images qui montrent ce décollement épidermique vraiment impressionnant. Chez l'enfant, on a l'impression que l'enfant a été ébouillanté, c'est-à-dire l'impression qu'il a été mis dans de l'eau bouillie.
Le choc toxique staphylococcique maintenant. Alors, le syndrome du choc toxique staphylococcique est provoqué par une toxine qu'on appelle le toxic shock syndrome toxine, TSST1. C'est une toxine qui va entraîner de la fièvre, une hypotension, une érythrodermie scarlatiniforme généralisée, suivie 7 à 14 jours après d'une desquamation intense et d'une atteinte multiviscérale. Là aussi, c'est un tableau grave et la mortalité est de l'ordre de 10%. Les intoxications alimentaires sont possibles, elles sont provoquées par l'ingestion d'entérotoxines. Les aliments les plus souvent incriminés sont les produits laitiers et la viande. Et là, l'intoxication est caractérisée par une incubation assez courte, 1 à 6 heures, pas plus, après ingestion d'aliments suspects. Des douleurs abdominales, une diarrhée, des vomissements. Mais ici, dans les intoxications à staphylocoque, il n'y a pas de fièvre, absence de fièvre. L'évolution est le plus souvent favorable en l'absence de traitement, mais la survenue d'un choc toxique est possible lorsqu'il y a eu, bien sûr, une ingestion importante d'entérotoxines. Il existe aussi une pathologie assez intéressante qu'on appelle la pathologie associée à la leucocidine de pentamvalentine. Cette toxine est dénommée ainsi parce qu'elle est capable de détruire les leucocytes. Elle est classiquement associée aux infections cutanées staphylococciques, notamment la furonculose chronique, et dans la survenue de la pneumonie nécrosante. Alors, la pneumonie nécrosante est intéressante parce qu'elle touche principalement le grand enfant et le jeune adulte. Elle est précédée d'un syndrome infectieux et on a l'impression tout au début que c'est viral. Ça dure quelques jours, puis survient une détresse respiratoire aiguë avec hémoptysie. Et là, souvent, vous avez au plan biologique une leucopénie, parfois très profonde, qui apparaît au niveau de l'hémogramme. Attention, c'est une pathologie très grave. Elle a un très haut taux de mortalité qui avoisine pratiquement les 75%. Nous allons maintenant voir le chapitre diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est d'abord l'interrogatoire. Il faut rechercher la porte d'entrée. Donc, demander au patient s'il a été victime d'une plaie, d'une brûlure, d'une infection osseuse. Est-ce qu'il a été opéré? Est-ce qu'il a été hospitalisé? Est-ce qu'il a bénéficié d'une exploration pulmonaire, digestive, etc. Est-ce que c'est un toxicomane? C'est-à-dire qu'on va faire une enquête, un travail d'enquête à la recherche d'une porte d'entrée par laquelle, bien sûr, aurait pénétré le staphylocoque dans l'organisme. Mais les examens de certitude, ça reste bien sûr la bactériologie, c'est-à-dire la mise en évidence de la bactérie dans le sang, quand il s'agit bien sûr d'hémoculture, de bactériémie. Donc ce sont les hémocultures qui doivent être réalisées le plus tôt possible avant tout traitement antibiotique, sinon il y a un risque qu'on décapite. Au moment des frissons également, il s'agit de ponctionner une veine non perfusée, 40 à 60 ml de sang en une seule fois dans un milieu aérobie et anaérobie, mais plus également un milieu spécialisé pour le BK, pour les champignons. Comment interpréter les hémocultures? Alors, attention, et ça c'est important ce que je vais dire, une seule hémoculture positive à Staphylococcus aureus témoigne d'une infection bactérienne. Vous savez, pour d'autres bactéries, il faut avoir 2 à 3, par exemple, hémocultures pour vraiment conclure à une infection. Avec le staphylocoque doré, une seule hémoculture positive suffit pour poser le diagnostic de bactériémie à staphylocoque. Quand l'hémoculture est négative, là, soit il n'y a pas de bactériémie, soit, attention, ça peut être aussi un faux négatif. Donc, si vous avez un tableau clinique qui évoque une bactériémie à staphylocoque, vous avez une porte d'entrée cutanée, vous avez une splenomégalie, vous avez des localisations, vous avez une fièvre, des frissons, etc. Et que les hémocultures sont négatives, là, il faut voir s'il n'y a pas un problème du côté faux négatif. Est-ce que le patient n'a pas pris un traitement antibiotique préalable ou alors qu'il est en train de le prendre et qui a une action sur les staphylocoques et qui aurait été à l'origine justement d'une hémoculture négative? Bien sûr, on ne se contente pas de rechercher la bactérie dans le sang, mais aussi au niveau de la porte d'entrée, au niveau des localisations secondaires, si elles sont accessibles, un abcès par exemple, il faut le drainer, une ponction lombaire s'il y a une méningite, une ponction pleurale s'il y a une pleurésie, d'accord, un ECBU, des prélèvements bronchiques sous fibroscopie. Donc attention, il faut vraiment,
s'acharner à rechercher la bactérie. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est une infection grave, la bactériémie, et qu'il faut absolument non seulement mettre en évidence la bactérie, mais aussi l'antibiogramme, parce qu'il faut vraiment traiter de façon correcte, de façon adaptée, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de bactéries multirésistantes, surtout lorsqu'il s'agit d'infections contractées à l'hôpital. Bien sûr, il y a les examens biologiques d'orientation, il y a le bilan standard qu'il faut absolument réaliser à chaque fois, bien sûr, à la recherche d'une hyperleucocytose à polynucléose neutrophile, mais on peut tomber sur une leuconeutropénie, qui est un facteur de gravité. Quand il n'y a pas de réaction leucocytaire conséquente, alors c'est un signe de gravité. Vous avez aussi le bilan inflammatoire qui peut également nous orienter vers une réaction inflammatoire importante, la vitesse de sédimentation si elle est accélérée, la CRP aussi si elle est positive. Vous avez également les examens biologiques de retentissement, l'ionogramme sanguin qui peut donc montrer une hyponatrémie, une hypokaliémie, les gaz du sang, une hypoxie, le bilan de la crasse sanguine, d'accord. On peut avoir aussi le bilan rénal qu'il faut faire, mais ça c'est dans le bilan standard. Donc, il y a des bilans d'orientation et il y a des bilans de certitude, mais il est clair que les bilans de certitude sont les plus intéressants pour orienter, pour confirmer le diagnostic avec certitude. Le reste des examens, les examens biologiques d'orientation vous orientent seulement vers l'étiologie bactérienne, alors que les examens biologiques de retentissement, ce sont les examens biologiques qui vous permettent de rechercher, ou plutôt de retrouver une complication, une insuffisance rénale, une hyponatrémie, une hypoxie, une CIVD, donc des complications liées directement à la bactériémie et sur lesquelles il faut également agir sur le plan thérapeutique parce que ça pourrait poser un problème de pronostic, parfois même vital. Le diagnostic peut faire également appel à la radiologie. On l'a vu tout à l'heure, la radiographie thoracique, quand il existe des images pleuropulmonaires, l'échographie abdominopelvienne à la recherche d'un abcès hépatique, d'un abcès splénique, un scanner cérébral si on suspecte un abcès du cerveau, des radiographies du squelette et du rachis, rappelez-vous, la spondylodicite, et puis l'échocardiographie à la recherche d'endocardite, la scintigraphie osseuse, surtout à la recherche d'atteintes précoces touchant les différentes structures osseuses. Nous arrivons maintenant au chapitre traitement. Alors, le traitement curatif fait appel à des antibiotiques antistaphylococciques qui sont dans la famille des pénicillines, des macrolides, il y a la pénicilline M, l'oxacilline, il y a l'association amoxicilline acide clavulanique qui est l'augmentin, il y a les aminosides, gentamicine, amikacine, il y a également les macrolides, l'érythromycine, la pristinamycine, la josamycine, je vous cite ici les plus importants, la vancomycine également, et vous avez bien sûr des antistaphylococciques majeurs qu'on appelle la phosphomycine, la rifampicine, les fluoroquinolones, qui sont généralement, avec la vancomycine, destinés aux infections résistants, donc à bactéries ou à staphylocoques résistants à la méticilline. Et puisque je parle de résistance, la méticillino-résistance confère une résistance à l'ensemble des bêta-lactamines. Donc, si vous avez une résistance, une méticillino-résistance, ça veut dire que la bactérie est résistante à l'ensemble des bêta-lactamines et qu'il va falloir piocher dans les autres familles. Donc, elle doit être prise en compte d'emblée lors de la prescription d'un traitement antistaphylococcique en dépistant donc les facteurs de risque d'infection, oui, à ça, mais ou en cas d'infection sévère, ne permettant pas d'atteindre les résultats de l'antibiogramme. Le traitement curatif, maintenant, je suis toujours dans le traitement curatif, là je vais parler surtout de l'antibiothérapie. Bien sûr, sachez que quand je traite une infection à staphylocoque, je traite toutes les infections, elle peut être bénigne, elle peut être grave. Dans tous les cas, elle est probabiliste au départ, puis elle est adaptée selon l'antibiogramme. Quand il s'agit d'infections bénignes localisées, il s'agira d'un seul antibiotique qu'on va donner par voie orale. Attention, ici, les soins locaux sont importants, hein, il faut
associés au traitement antibiotique par voie orale les soins locaux de la lésion, et la durée est variable, en fait, selon la localisation, hein, mais on ne va pas, souvent, c'est entre 7-10 jours, rarement 15 jours. Les infections graves, par contre, comme la méningite, nécessitent une mono ou une double antibiothérapie selon les cas par voie parentérale. Alors, concernant les infections cutanées non compliquées, il s'agira d'un seul antibiotique et on fera appel souvent d'emblée à la pénicilline M, la cloxacilline. Vous avez bien sûr les doses à côté. Si maintenant le patient est allergique aux pénicillines, il y a d'autres familles. On fera appel à la pristinamycine qui est la piostacine, à l'acide fusidique, à la rifampicine ou le cotrimoxazole qui est le Bactrim. La rifampicine, j'aimerais dire tout de même que le recours à cet antibiotique est extrêmement rare, c'est-à-dire vraiment on va l'utiliser dans les impasses thérapeutiques, c'est quand on n'a vraiment pas aucun autre antistaphylococcique à prescrire. Pourquoi? Parce que la rifampicine est un antibiotique qui est prescrit dans le traitement de la tuberculose et donc il faut vraiment l'utiliser avec précaution parce que sinon il y a risque d'apparition de résistance vis-à-vis du BK et ça bien sûr il faut absolument l'éviter. Je disais donc que la voie est orale dans ces cas, dans la plupart des cas, et que la durée est en moyenne de 7 à 10 jours. Mais vous savez, parfois ça dépend, vous avez des patients qui, lorsqu'ils tardent à consulter, l'infection est beaucoup plus grave, il y a un abcès organisé, parfois il y a un drainage chirurgical. Donc si vous voulez, la durée, elle est vraiment variable, elle est en fonction de l'évolution de la lésion. On arrêtera le traitement quand l'infection est tout à fait guérie. Quand il s'agit maintenant d'une bactériémie, c'est le même principe que pour toutes les bactériémies, c'est-à-dire qu'il va y avoir une double antibiothérapie, bactéricide, on utilisera deux antibiotiques de familles différentes, généralement, de la pénicilline M associée à la gentamicine, l'oxacilline plus gentamicine. S'il y a une allergie aux pénicillines, alors on fera appel à l'association vancomycine, gentamicine. Alors, vous avez les doses voilà, qui sont bien claires sur la plaque. La voie, attention, elle est parentérale et la durée, elle est d'au moins 6 semaines. En tout cas, il n'y a pas de durée précise pour les bactériémies. Bon, il y a une tendance vers la diminution, la réduction de la durée, mais on va rester, bon, beaucoup maintenant parlent de 15 jours s'il n'y a pas de localisation secondaire, de 3 semaines à 4 semaines. Mais en matière de staphylocoque, il faut être prudent. Le staphylocoque donne très souvent des localisations secondaires qui nécessitent généralement de prolonger la durée. Et donc, la durée du traitement dépendra de la guérison de la localisation secondaire. Si vous avez une bactériémie qui est compliquée d'une endocardite, alors je suis obligée de maintenir le traitement jusqu'à la guérison de l'endocardite. Si j'ai une bactériémie compliquée d'une spondylodicite, alors ça va aller chercher, par exemple, jusqu'à 3 mois de traitement. Vous voyez? Donc, tout dépend de la localisation secondaire. La bactériémie se traite exactement comme la staphylococcine maligne de la face. La staphylococcine maligne de la face est une forme de bactériémie puisqu'il y a un furoncle au niveau de la face qui va constituer une porte d'entrée vers le sang. Donc, il peut y avoir une bactériémie. Souvent même, il y a une bactériémie et bien sûr un passage également dans les structures neurologiques. Donc, la staphylococcine maligne de la face et la bactériémie se traitent exactement de la même manière. Les autres traitements, il s'agira bien sûr d'agir sur la porte d'entrée, éradiquer, éliminer la porte d'entrée, drainer, enlever un matériel, chirurgie, drainage, si le patient présente une végétation qui n'est pas éliminée par le traitement antibiotique, c'est la chirurgie, hein, c'est la chirurgie cardiaque. C'est un gros abcès hépatique qui ne répond pas au traitement antibiotique, là aussi c'est la chirurgie, d'accord? Donc il faut absolument traiter la porte d'entrée parce que sinon, si la porte d'entrée n'est pas traitée, alors le processus bactériémique est maintenu et de nouvelles localisations peuvent apparaître et ça peut donc se compliquer davantage. Il ne faut pas cesser de rechercher et de traiter également les localisations secondaires. Le traitement symptomatique fait appel aux soins intensifs si le malade, bien sûr, est en état de choc, s'il fait un coma parce qu'il a fait une méningoencéphalite, s'il a fait un gros abcès
du cerveau. Donc, le remplissage vasculaire également en matière d'état de choc. L'oxygène, si le malade fait une détresse respiratoire parce qu'il fait une atteinte pulmonaire grave. La dialyse rénale, s'il y a une insuffisance rénale qui apparaît dans votre examen de retentissement. Les corticoïdes, oui, sont discutés, mais on peut les donner dans les formes graves, surtout par rapport à l'insuffisance surrénalienne qui peut survenir donc pendant ces infections gravissimes. Ensuite, bien sûr, transfusion sanguine, s'il y a une thrombopénie grave, s'il y a une anémie, etc., on peut donc transfuser. Une immobilisation plâtrée est indiquée dans les infections osseuses, parce que vous avez un os, imaginez une ostéomyélite ou une ostéite, par exemple, du fémur, elle va fragiliser l'os, et si vous ne préconisez pas une immobilisation plâtrée, il y a un risque de fracture qui va compliquer les choses. Donc, attention au traitement symptomatique, c'est au cas par cas. On va offrir aux patients, à chacun, son traitement symptomatique en fonction des problèmes qu'il présente. Je ne terminerai pas le cours sans parler de la prévention, parce que finalement, vous avez vu que les infections à staphylocoque vont des infections les plus bénignes, les plus simples, jusqu'aux infections les plus graves, les plus mortelles, du simple furoncle à la bactériémie compliquée d'un état de choc mortel, alors qu'il est très simple d'agir sur les infections lorsqu'elles sont toutes simples, toutes bénignes. L'intérêt est de traiter tout furoncle, tout abcès, avant toute sinusite, parce que le staphylocoque, on a vu qu'il également, le staphylocoque est hébergé par les sinus, toute otite. Donc, toutes les infections qui vous semblent banales, qui vous semblent simples, doivent être traitées tout au début par une antibiothérapie efficace, parce que si elles ne sont pas traitées, alors il y a un risque de complications. Et vous l'avez vu, d'évolution de cette infection par le passage des bactéries dans le sang et par l'apparition de localisations graves qui peuvent être très graves à traiter et qui peuvent évoluer vers des complications gravissimes. Donc, le traitement préventif est, à mon sens, essentiel, capital dans justement la prévention des infections à staphylocoque. Donc voilà, est-ce qu'on a, concernant les objectifs, identifié les caractéristiques bactériologiques des staphylocoques? Oui. Les différentes manifestations cliniques ont été précisées. On a cité les outils diagnostiques les plus importants. Et puis, on a également précisé un traitement antibiotique en précisant donc les modalités. Voilà donc pour ce qui est des infections à staphylocoque. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Bon courage.